Monsieur le Président, de vos propos. Ils ont été contenus dans une limite de temps qui nous permet de vous interroger, de vous poser quelques questions complémentaires. Nous allons parfois revenir sur des sujets que vous avez évoqués ou des thèmes que vous avez évoqués. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser, mais c'est important pour nous de pouvoir, avec vous, entrer dans le détail des situations. En commençant, si vous le voulez bien, j'aimerais que l'on parle du contenu d'un rapport que nous connaissons tous, le rapport Pound. Ce rapport, il est globalement sévère, assez sévère, sur l'efficacité de la lutte antidopage dans le monde. Rejoignez-vous les termes de ce rapport, les conclusions de ce rapport sur le manque d'efficacité et soutenez-vous les conclusions. Vous avez déjà évoqué en partie le sujet, mais nous aimerions que vous soyez plus précis sur le sujet. Merci. Thank you. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, tout d'abord, je voudrais préciser que le rapport Pound, eh bien, le titre, c'était l'inefficacité des contrôles. L'inefficacité des contrôles. Et le comité était composé d'une grande palette de parties prenantes, d'organisations antidopage, des membres des fédérations sportives, de représentants de laboratoires. Donc, une palette très, très large de personnes qui ont fait des recommandations dans différents domaines de la lutte antidopage. Par exemple, ils ont regardé ce que l'AMA pourrait mieux faire, ce que les fédérations nationales pourraient mieux faire, les laboratoires également, les athlètes également. Et le rapport a fait un certain nombre de commentaires sur ces sujets. Nous avons publié ce rapport au mois de mai. Et nous avons écrit aux différentes branches, aux différentes parties prenantes pour leur dire « Donnez-nous vos contributions ». Et lors de notre comité exécutif en septembre, nous aurons en main les réactions des parties prenantes pour que nous en tire les dernières conclusions de tout ceci. Mais je suis très heureux de vous faire quelques commentaires d'ordre général sur le rapport. Le rapport a dit très clairement qu'il ne s'agit pas en fait de quantité de contrôle, il s'agit surtout de la qualité des contrôles. Au tout début, quand on commençait à parler de dopage, on pensait que si l'on faisait suffisamment de contrôles, on allait attraper tous les tricheurs. Maintenant, il est très clair qu'à moins d'utiliser des renseignements ciblés et d'autres ressources, et à moins de vraiment cibler ceux qui ont le plus de probabilité de tricher, et sachez que selon le sport, cette probabilité est différente. Par exemple, un athlète qui, après blessure, qui revient dans son sport, aura plus de chances de prendre des substances illicites que quelqu'un qui n'a pas été blessé. On a découvert certaines choses au fil des années concernant les athlètes qui partent à la retraite et qui quittent le cadre des contrôles antidopage et puis ils reviennent sur le devant de la scène. Ils ont peut-être profité d'un an pour avaler des substances interdites sans qu'ils soient surveillés du tout. Et ce type d'information doit être intégré dans les outils de contrôle et votre plan de contrôle antidopage. Et c'est ça que l'on vise en termes de qualité et c'est ce dont parle le rapport Pound. Nous savons que désormais, il s'agira en fait de coopération entre les forces de police avec nos informations. Si tout cela est appuyé par des nouvelles lois, ce sera formidable. On n'est pas en mesure de dire à un gouvernement « vous devriez voter ceci ». C'est impossible. On ne peut pas dicter à un gouvernement ce qu'il doit faire. Je respecte parfaitement la souveraineté des pays qui votent les lois qui vont dans le meilleur intérêt de son peuple. Et là, j'applaudis des deux mains les pays. La France en est un excellent exemple. J'applaudis des deux mains
soutient les pays qui votent des lois très fortes pour renforcer le combat contre le dopage. Là, donc, je dirais qu'à l'avenir, je pense qu'il faudrait davantage cibler la qualité. Je me permets de vous donner un autre exemple. Actuellement, le code ne permet pas de préciser le nombre de prises de sang qui doivent être prises par quelqu'un pour correspondre au code. Maintenant, ce que l'on voit, c'est un infime, un petit pourcentage de ces prélèvements qui sont pris en termes de prise de sang. Cela représente 3 à 4% des contrôles. Mais certaines substances interdites ne peuvent être décelées qu'à travers les prises de sang. Donc, si vous ne prélevez pas de sang, quelqu'un qui triche avec, par exemple, les hormones de croissance qui ne peuvent être décelées que à travers le sang, cette personne a toutes les chances de s'en sortir indemne sans être détectée. Et donc, nous devons faire en sorte que les contrôles antidopage sont les plus appropriés, correspondent le mieux aux sports concernés, aux conditions de risque. Et ces amendements qui devraient être votés, j'espère vraiment, j'ai toute confiance que tout va être voté en novembre, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2015. Tout cela nous donnera de nouveaux pouvoirs. Une dernière chose, les contrôles. Eh bien, 270 000 contrôles sont effectués dans le monde chaque année. Alors, sachez que bon nombre de ces contrôles ne sont pas testés à 100% par les laboratoires. Par exemple, des prélèvements d'urine. Eh bien, certaines cases doivent être cochées. Un certain nombre d'organisations antidopage ne cochent pas ces cases concernant l'EPO, par exemple. Et pourtant, c'est la substance de choix de certains athlètes. Donc, ils font des contrôles sur les urines sans tester pour l'EPO. C'est idiot. Je préférerais que l'on fasse beaucoup moins de contrôles de dopage, mais de faire des contrôles tout à fait complets. Et donc, nous n'avons pas bien travaillé, je pense, malgré tout ce que l'on sait. Et nous reconnaissons aujourd'hui le fait que nous devons travailler sur la question de qualité des contrôles pour que les contrôles soient plus efficaces et plus pertinents et pour que les tricheurs probables dans un sport par rapport à un autre sport qui n'ont pas forcément le même profil, ces gens-là peuvent être contrôlés. Tout cela a été contenu dans le rapport Pound. Je pense que lorsqu'on va recevoir tous les commentaires à la fin du mois de juillet, je pense que là, on aura matière à apporter à notre réunion du comité exécutif au mois de septembre et je pense qu'on va intégrer un maximum de choses dans notre code révisé qui finalement va être voté lors de notre conférence mondiale à Johannesburg en novembre. Merci. En revenant sur un point que vous avez évoqué rapidement dans votre propos liminaire, dans ce fameux rapport Pound, il y a une demande afin que les contrôles puissent s'effectuer sur tout athlète présent sur le territoire par les pays concernés. À titre personnel, et l'AMA est-elle favorable à ces contrôles un peu systématiques qui auraient lieu, puisque pour l'instant les agences nationales ne peuvent contrôler que lorsqu'il y a compétition internationale. Ça semble aller un peu plus loin dans le rapport Pound. Qu'en pensez-vous? Alors, le rapport Pound soulève un point tout à fait valable, à savoir que bon nombre d'agences antidopage sont financées par les gouvernements nationaux. On a eu un peu tendance à dire que, voilà, écoutez, on vous donne, nous, le gouvernement, on vous donne de l'argent, vous, le contrôle, l'organisation de contrôle antidopage, pour tester nos athlètes. Est-ce que vous allez tester les athlètes des autres pays? C'est une question de budget, finalement, très clairement. Il faut qu'un
athlète puisse être contrôlé n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment, si nous voulons être efficaces. Car sinon, malgré le fait que nous avons des règles concernant le lieu où se trouve l'athlète, eh bien, si un athlète est intégré dans ce système, mais il se trouve dans un pays où l'organisation antidopage n'a aucune intention de procéder à contrôle parce qu'ils disent on n'a pas le budget pour le faire, eh bien, cela ne sert à rien. Nous avons des pays qui ont des arrangements bilatéraux avec d'autres pays, mais aussi des ententes multilatérales. Et là aussi, les attitudes sont différentes d'un pays à l'autre. En début de semaine, j'ai assisté à une conférence. Les Canadiens nous ont dit qu'ils n'ont aucun problème en termes de contrôle d'athlètes qui se trouvent au Canada. Les États-Unis ont dit la même chose. Aucun problème pour tester les athlètes sur le territoire américain, mais ils ont dit que parfois ils ne savent pas où se trouvent ces athlètes et cela peut poser des problèmes en termes de protection de la vie privée des personnes, car le système permet de transmettre des informations concernant le lieu où se trouve l'athlète. Ces informations sont passées d'un pays à l'autre. On respecte la vie privée des athlètes, bien entendu, et les lois concernant la vie privée des particuliers, eh bien, c'est différent d'un pays à l'autre. Mais du point de vue du code, il n'y a aucun problème pour tester les athlètes qui viennent d'autres pays. Très souvent, en fait, le problème est d'ordre économique. A déclaré il y a quelques jours devant notre commission d'enquête qu'il était tout à fait prêt à accueillir des observateurs indépendants de l'AMA pour le prochain Tour de France. Estimez-vous que cela soit souhaitable? Oui. Nous avons fourni des observateurs indépendants pour, par exemple, les Jeux olympiques d'hiver et d'été et pour d'autres grandes manifestations sportives. À 2 fois, nous avons fourni des observateurs indépendants qui ont été sur le Tour de France. Ils étaient là pour observer, pour rapporter sur la robustesse du programme antidopage de cette manifestation. Et nous serions ravis si l'UCI souhaite nous inviter. Et toute personne qui souhaite nous inviter, pourvu qu'ils payent nos frais, parce que nos budgets sont limités. Le Tour de France dure plusieurs semaines, comme on le sait, donc ça coûte cher pour nous. Mais dans la mesure où ils voudraient avoir un compte-rendu indépendant sur la robustesse de leur système antidopage sur le Tour de France, eh bien, l'AMA serait ravi de fournir ses observateurs. Nous n'avons pas encore reçu l'invitation. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'invitation. Ce que j'ai entendu de la bouche de M. McQuaid, c'est qu'il acceptait d'accueillir des observateurs de l'AMA. Je ne sais pas ce que veut dire le terme accueillir. Faut-il une invitation préalable ou simplement considérer que l'on est prêt à accueillir, s'ils viennent, des représentants? Mais c'est une question que nous ne pourrons pas lui reposer puisque nous arrivons au terme de notre commission d'enquête. J'ai beaucoup parlé jusqu'à maintenant, je vais laisser beaucoup parler maintenant notre rapporteur qui va compléter sur ce sujet. Allons-y. Oui, merci Monsieur le Président pour votre contribution à notre commission d'enquête et merci pour les propos que vous avez tenus concernant notre pays. Pour prolonger la question du président de la commission, pourquoi globalement l'AMA ne réussit-elle pas à imposer aux organisateurs, qu'il s'agisse d'organisateurs privés ou d'organisateurs fédéraux, la présence d'observateurs indépendants lors des compétitions? Oui. Alors, nous respectons le droit du sport d'être indépendant. Notre code, nos règles qui font partie, qui sont reflétées par la Convention de l'UNESCO, tout cela ne nous permet pas de simplement arriver sur place. Nous devons travailler en
collaboration avec Tout Sport. On est là pour appuyer les sports et on nous a toujours invités à participer aux manifestations olympiques, mais très souvent, on n'est pas invité. On ne nous demande pas de venir observer et nous ne pouvons donc pas donner de rapport de la nature indépendante ou de la robustesse des systèmes antidopage. Nous n'avons pas le droit d'arriver sur place sur le plan juridique. Nous n'avons pas ce droit. Si on est invité et si nous avons un appui, un soutien financier, eh bien, nous apporterons toujours une équipe d'observateurs indépendants. Et à 2 reprises, j'ai reçu des invitations du Tour de France et de l'UCI. Je pense que là, avait appuyé ces invitations et donc nous avons amené des observateurs indépendants à 2 reprises. On ne l'a pas fait l'an dernier. Il nous a semblé que dans la lutte antidopage, certaines fédérations nationales étaient plus actives, plus volontaires que d'autres. Est-ce que vous avez le même sentiment pour les fédérations internationales? Et quels sont vos rapports, vos relations avec les présidents de ces fédérations internationales? Alors, nous reconnaissons tout à fait que nous devons avoir des relations de travail avec toutes les parties prenantes, avec tous ceux qui ont signé le Code. Nous avons plus de 630 signataires du Code dans le monde entier. Cela va du plan national au plan international. Nous avons par exemple les comités nationaux olympiques et nous faisons de notre mieux pour travailler dans un esprit constructif avec tout le monde. Cela dit, nous sommes les gardiens du Code, nous avons cette responsabilité et nous avons un rôle réglementaire que nous devons toujours garder à l'esprit lorsque nous travaillons. Nous devons, par exemple, pour toute affaire qui est décidée, nous devons, si nous pensons que le Code n'a pas été correctement appliqué, nous avons l'obligation de faire appel. Et quelque part, partout dans le monde, nous nous trouvons devant la cour d'arbitrage pour argumenter notre cause. Et nous devons donc être tout à fait indépendants. En même temps, nous devons veiller au bon respect du Code. Et nous devons garder un certain recul vis-à-vis des autres organisations pour préserver notre indépendance. Ceci dit, nous encourageons tout le monde, tout le personnel de l'AMA, partout dans le monde. On les appuie toujours pour qu'ils appuient les fédérations nationales et internationales chaque fois qu'une demande est faite et quand on voit qu'on peut aider quelqu'un. De très nombreuses organisations nationales et internationales ont reçu de l'aide de notre part dans la mise au point de leurs règles et de la création d'un programme antidopage. Nous les avons aidés sur ce point et on voyage partout dans le monde pour le faire. On va continuer à le faire. Alors, donc, nous sommes indépendants, nous devons le rester. En même temps, nous devons reconnaître la responsabilité à appuyer et être utile et on fait de notre mieux pour ne pas porter un jugement ou de mettre notre nez dans les affaires d'une fédération nationale. Les fédérations nationales sont autonomes, mais on est là pour régler ce qui se passe sous le chapeau du Code et c'est ce que nous faisons. Nous avons parlé du rapport Pound et on a parlé du fait que la qualité doit être améliorée. Nous devons faire les choses mieux et ça, c'est toujours possible. Et sachez qu'il existe des organisations, des fédérations nationales qui travaillent mieux que d'autres. C'est normal, vous le savez. Je ne les nommerai pas, mais bon, c'est comme ça. Certains sports aussi sont plus efficaces que d'autres. Nous voulons améliorer la qualité pour tout le monde et plus on arrivera atteindre cet objectif, plus on pourra garantir que la plupart des athlètes qui sont propres dans le monde, qui ne se dopent pas, pourront participer sans être embêtés par les problèmes de dopage. Précisément pour l'application des règles de votre code mondial antidopage, est-ce que vous pensez disposer suffisamment de moyens pour sanctionner les fédérations internationales ? Puisque vous pouvez aller jusqu'à l'exclusion de tel ou tel pays des Jeux Olympiques, par exemple.
Est-ce que vous disposez des moyens nécessaires actuellement? Alors, non, nous ne pouvons pas exclure un pays des Jeux olympiques. On peut tout simplement nous rapporter auprès de nos actionnaires, 193 pays au monde. Cela représente la moitié des actionnaires, si je puis dire. L'autre moitié, c'est le sport. Et tout cela est financé par le comité olympique. Si on trouve qu'il y a une non-conformité de la part d'un pays ou d'un sport, on peut en faire état auprès du comité olympique. Et eux, ils ont le pouvoir donc d'exclure ce pays de leurs prochains Jeux olympiques. Nous n'avons pas cette possibilité. On ne peut pas mettre notre nez dans le fonctionnement du sport n'importe où. Et je pense que c'est très bien comme ça. Le code prévoit des sanctions contre des particuliers, mais pas de sanctions contre les nations ou contre les fédérations internationales. C'est le sport lui-même qui a ses moyens. Nous devons rédiger un rapport qui va être la base d'une décision. Ils ont dit très clairement qu'ils ont ce pouvoir. Je peux vous dire que nous existons depuis 13 ans et pour l'instant, la décision d'exclure un pays des Jeux olympiques, cette décision n'a jamais été prise, mais le comité olympique détient ce pouvoir, pas nous. Lorsque l'AMA a connaissance de faits de trafic de produits interdits, de produits illicites, est-ce que vous saisissez, est-ce que vous sollicitez Interpol ou Europol? Et inversement, est-ce que ces deux institutions-là s'appuient sur l'AMA pour conduire, pour diligenter leurs enquêtes? Alors, avec l'aide de la France, nous avons un officier qui travaille depuis le siège d'Interpol à Lyon. C'est un membre de la gendarmerie française qui a été mandaté pour travailler exclusivement au sein d'Interpol sur la source de fourniture de drogue illicite, etc., dans le sport. Et beaucoup d'informations ont été recueillies. Grâce à ces activités, Interpol a pu recueillir de nombreuses informations qui ont maintenant été transmises et Interpol, bien entendu, si je me souviens bien, vous avez 140 services de police dans le monde qui constituent ou collaborent avec Interpol et ils travaillent ensemble sur les informations qui sont recueillies. Alors, lorsque des informations utiles parviennent indiquant qu'il faut réagir par rapport à un certain pays qui est source de substances illicites, eh bien, ces informations sont renvoyées au service de police dans Interpol qui se trouve donc dans le pays en question. Et donc, les informations qui sont recueillies, et je peux vous dire que ces informations ont été très utiles et à la faveur de cet officier qui est mandaté. Les mêmes criminels, les mêmes, si je puis dire, mafias sont impliqués dans la production et la vente de substances illicites de dopage dans le sport, mais ce sont les mêmes organisations qui produisent et qui vendent des substances tout à fait interdites dans le monde en dehors du sport, et ce sont encore les mêmes organisations criminelles qui truquent les matchs, etc. On a déjà eu des scandales sur le trucage des matchs sportifs et toutes ces informations proviennent des enquêtes et c'est grâce aussi à notre demande d'investigation. On est en train de découvrir énormément de choses. Je ne connais pas toutes ces informations. Je ne peux pas tout vous raconter, mais je pense que Interpol a appuyé la commission contre le crime en Australie. Interpol l'a appuyé lors de ses enquêtes en début d'année. Et donc, toutes ces informations sont utilisées à bon escient.
Il faut bien sûr que les pays en question nous aident et que ces pays en question aient un cadre législatif qui permette de réagir. Mais je voudrais voir que davantage de choses soient faites. De notre rapporteur, il a parlé directement d'Interpol, d'Europol, mais il y a une autre possibilité, pour vous comme pour bien d'autres, c'est de pouvoir avoir des contacts, des liens réguliers entre l'AMA et les instances policières, douanières, dans chaque pays, les instances nationales. Est-ce que vous procédez aussi, parallèlement à l'action à travers Interpol ou Europol, à des contacts avec les agences policières, douanières de chacun des pays concernés? Nous avons signé une lettre d'intention avec l'Organisation mondiale des douanes pour entreprendre ou lancer un rôle semblable chez les douaniers à celui que nous avons à Interpol. Malheureusement, nous n'avons pas encore trouvé de pays disposés à financer quelqu'un qui serait en poste à Bruxelles au siège de l'Organisation mondiale des douanes. Et j'hésite beaucoup à demander à la France de contribuer encore une deuxième fois, car vous nous avez beaucoup aidé jusqu'ici. Mais si un pays souhaite nous envoyer un douanier qui vont financer eux, parce que je vous ai dit que notre budget est limité, ce serait formidable. Mais nous savons qu'il y a beaucoup à gagner en ayant ces relations privilégiées avec la douane. Dans mon pays à moi, on est en train de découvrir qu'à peu près 40% des sanctions sont grâce aux renseignements qui sont pris. Il ne s'agit pas de sanctions qui font suite à l'examen de prélèvement, mais c'est parce que chez moi, en Australie, notre loi permet aux organisations antidopage de partager des informations avec la police fédérale et aussi avec la douane. Et donc, lorsque un colis de substances illicites arrive par courrier depuis, par exemple, l'Asie est adressé à un entraîneur, la douane l'examine, discute avec l'organisation antidopage, examine le registre des personnes. Est-ce que vous avez telle personne inscrite sur votre registre? Oui, c'est un entraîneur. La douane piste la livraison du colis et puis la douane commence à poser des questions et 9 fois sur 10, ils arrivent à attraper l'athlète qui est en train de prendre possession de ce colis interdit. Donc, ils n'ont même pas besoin de procéder à des contrôles de sang, d'urine. Simplement, ils profitent des dispositions de la loi chez nous. Vous avez à peu près les mêmes arrangements en France et c'est très efficace. Mais beaucoup de pays pourraient faire beaucoup plus de choses pour qu'il y ait de meilleures communications et coopération entre les forces de police et les organisations antidopage. On est en train de regarder les problèmes de financement. Nous avons un accord avec l'Organisation mondiale des douanes pour faire à peu près avec eux ce que l'on fait avec Interpol. Je crois qu'il y a effectivement partout des problèmes financiers. Mais au-delà des problèmes financiers, si une solution était apportée, réglée au niveau financier, auriez-vous l'intention, pourriez-vous avoir des contacts directs avec les organismes nationaux, parce que vous reconnaissiez vous-même il y a quelques instants, si j'ai bien entendu et si j'ai bien compris, que ça améliorerait la connaissance des dossiers que vous traitez. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité d'intensifier ces contacts directs? Je n'ai rien contre Interpol, je n'ai rien contre Europol, ils sont d'une efficacité importante, c'est sûr, mais il y a des cas, et vous le disiez, où en ayant le contact direct avec les instances policières et ou douanières nationales dans chaque pays, ça pourrait faciliter la recherche et la solution à un certain nombre d'enquêtes indispensables. Aucun doute sur le fait que plus nous avons de contacts, mieux ce sera. Au bout du compte, cela veut dire que les forces de police, de douane dans le pays en question doivent réagir.
Et là, on ne peut pas entrer dans les affaires d'un pays. Vous avez parlé du fait que les ressources manquent. Je comprends tout à fait le fait que les pays souffrent financièrement. Et j'étais ministre des Finances en Australie pendant 6 ans et mon travail consistait essentiellement à refuser des demandes de financement. Mais nous sommes un pays qui avons une économie qui tourne bien, mais je devais être toujours très prudente. Donc, je comprends tout à fait que l'argent, c'est une ressource rare et on passe par des moments très difficiles sur le plan économique. Donc, je parle d'avoir besoin de ressources supplémentaires. Nous ne sommes pas les seuls à en avoir besoin. Nous serions plus efficaces, c'est tout. J'ai déjà parlé du fait que nous avons 120 pays dans le monde qui comptent sur les activités des organisations antidopage régionales. Un exemple, car cette organisation est très, très connue pour ce qu'ils font en termes d'athlétisme. Alors, j'étais au Kenya l'an dernier. Là, ils font partie d'une organisation régionale. Je pense qu'il y a 6 autres pays qui font partie de ce radeau, organisation régionale. Et au Kenya, le Kenya a remporté 11 médailles en athlétisme à Londres l'an dernier. Ils sont formidables. C'est une des puissances les plus fabuleuses au niveau mondial pour l'athlétisme. Ils n'ont pas d'organisation antidopage, mais de très, très nombreux athlètes vont s'entraîner au Kenya en altitude, car c'est très utile, ça semble être très utile pour ceux qui font des longues distances. Mais ils n'ont pas d'organisation antidopage. Ils partagent les ressources limitées de leur organisation régionale. Et c'est tout. Et j'aimerais bien que davantage d'argent soit disponible. J'ai discuté avec le ministre. J'ai dit, écoutez, ce serait formidable si vous pouvez mettre en place une organisation antidopage. Mais j'ai bien compris qu'ils ont des besoins énormes en termes de santé, d'éducation. Et moi, je suis en train de demander que eux, ils financent un système antidopage chez eux. C'est très, très, très difficile. Alors oui, ce serait fabuleux d'avoir plus d'argent et plus on a, plus on serait efficace, bien entendu. Mais au bout du compte, ce sont les pays eux-mêmes qui doivent regarder ce qu'ils peuvent faire. Il y aura toujours des problèmes quelque part dans le monde. Si je peux répéter, la France a été formidable. La France a pu contribuer, je pense, a pu aider au financement d'une organisation régionale antidopage en Afrique. L'Australie finance une de ces organisations dans le Pacifique, autour de l'île de Fidji, qui couvre une douzaine d'États insulaires dans la région. Et on est toujours en train de chercher davantage de financement de la part de pays généreux. Je ne suis pas ici pour vous demander de l'argent. Je suis très reconnaissante pour tout ce que vous avez fait. Mais plus nous avons d'argent, bien entendu, plus on sera efficace. Quelques difficultés à dégager des budgets en votre faveur. Mais nous sommes comme tout le monde. Monsieur le rapporteur va vous poser maintenant une question qui est habituelle dans nos réunions, mais qui est importante pour nous. Allez-y, monsieur le rapporteur. Oui, monsieur le président, pensez-vous que la pénalisation de l'acte de consommation, de l'usage de produits dopants par les différents pays, par les différentes législations nationales, soit de nature à vous aider dans la lutte antidopage? Alors, la réponse est oui. Mais je ne me permets pas de dicter ou d'exiger d'États souverains qu'ils votent des lois concernant leur peuple. Ce n'est pas mon rôle. Je sais que vous avez des lois très fortes ici, en Italie, en Russie, en fait. J'étais en Norvège la semaine dernière. Et là, j'ai vu que leur Parlement a voté des lois qui interdisent l'utilisation et la possession de ces substances interdites qui sont sur la liste des substances interdites. Chez moi, nous n'avons pas de sanctions pénales
le président de mon propre comité olympique est vice-président du RSA et qui a dit qu'il devrait y avoir des lois pénales. Il est avocat, juriste. J'essaie d'éviter au gouvernement quelles sont les lois qui devraient voter dans l'intérêt de leur peuple. Mais tout ce que je peux dire que plus ces lois sont fortes, plus sont peut-être efficaces. Et lorsque les pays votent des sanctions, la possibilité de sanctions pénales, eh bien c'est une arme extrêmement forte pour combattre le dopage dans le sport. Je n'exige pas que ce soit fait, mais j'applaudis des mains quand je vois un pays qui vote ce type de loi. Monsieur le Président, vous savez que les Européens sont fortement opposés à l'existence de deux listes de produits interdits, une pendant la période de compétition et une hors compétition. Quel est votre sentiment personnel sur cette coexistence de deux listes? Alors la question n'est pas facile. On en parle beaucoup en compétition, hors compétition. Qu'est-ce qui est interdit pendant la compétition, hors compétition? Qu'est-ce qui figure sur la liste de façon permanente? Je pense que la question de base, c'est est-ce que telle substance vous donne un avantage? En revanche, la situation est telle que l'on trouve qu'à peu près 8% dans le domaine des anabolisants, 8% des résultats concernent le marijuana, le cannabis. Et le cannabis, si j'ai bien compris, alors je ne suis pas scientifique, mais le cannabis peut rester dans votre système, dans votre sang, pendant très longtemps. À telle enseigne que, étant donné la quantité de cannabis que vous avez ingurgité, 10 jours après avoir fumé du cannabis, vous avez encore des traces de cannabis dans votre corps. Et si cela se montrait le jour de match de football, par exemple, eh bien, là, vous êtes en infraction du code AMA et vous pouvez être puni, même si vous avez fumé un joint lors d'une soirée 10 jours plus tôt. Alors, vous n'avez pas fumé un joint 10 jours plus tôt pour mieux jouer lors de matchs de foot 10 jours plus tard, c'est clair. Et donc, qu'est-ce qui devrait figurer sur la liste hors compétition, en compétition? Et nous avons fait notre mieux pour se dire qu'est-ce qui vous donne un certain avantage? Qu'est-ce qui fait que, de façon non naturelle, votre performance est améliorée? Et nous avons donc commencé à réfléchir à cette question. On a découvert que beaucoup d'argent est dépensé pour attraper les personnes qui fument du cannabis, du marijuana. Mais est-ce qu'on est en train d'attraper des tricheurs ou simplement des gens qui ont fumé un joint une soirée? Je pense qu'il faut continuer à travailler sur les substances illicites prises lors des compétitions et puis hors compétition. Il faut regarder également. Une question précise, Monsieur le Président, concernant les corticoïdes. Pour nous, ça nous paraît un problème parce que la France, dans le cadre du suivi réglementaire, considère qu'il faut empêcher les sportifs de participer à des épreuves après infiltration de corticoïdes. Alors comment justifiez-vous l'élévation du niveau du taux autorisé de ces corticoïdes? Oui. Alors, le comité exécutif qui, chaque année, examine la liste des substances interdites se base sur les conseils qui viennent de ce que l'on appelle le comité des listes. Alors, ce comité est composé de scientifiques, de pharmaciens, ceux qui ont des connaissances médicales, ils viennent de partout dans le monde. Ce sont des gens qui sont au courant des recherches scientifiques
en cours et sont tout à fait capables de prendre une décision sur les capacités d'amélioration de performance de telle ou telle substance. Alors, en ce qui concerne les corticoïdes qui font l'objet d'un certain débat depuis quelques années, on regarde aussi les niveaux de ces corticoïdes. Les experts ont dit au comité que telle quantité va donner un avantage aux sportifs lors de la compétition. Mais jusqu'à un certain niveau, par inhalation, par exemple, si vous souffrez d'asthme, eh bien, ça ne va pas forcément améliorer votre performance dans votre sport. Nous devons être guidés par les experts. Je ne suis pas expert en la matière. Et notre conseil, comme je vous dis, est composé d'experts scientifiques. Alors, tout cela est passé en revue chaque année. Ce n'est pas figé dans le temps. Un exemple, le caféine, par exemple, fut un temps que le caféine figurait sur la liste des substances interdites. Et puis, notre comité des listes a dit que le caféine ne devrait plus figurer sur la liste, car tout le monde boit du café tous les jours. Et donc, ce que l'on fait tous les jours, et ce qui est fait par beaucoup de personnes dans le monde, eh bien, ça ne devrait pas faire l'objet d'une suspension, d'une sanction. Et le Conseil a décidé donc que la caféine devrait donc être supprimée de la liste. Et c'est ce qui s'est passé. Mais tout cela est fait sur la base des conseils des experts. Et je sais que on a eu des substances qui ont figuré sur la liste, qui ont disparu. En ce qui concerne les corticoïdes, eh bien, on se base sur les meilleurs conseils des experts. Monsieur le Président, vous avez, à juste titre, de votre point de vue, insisté à plusieurs reprises sur la nécessité qu'il y aurait à mieux assurer ou à compléter le financement de l'AMA. J'ai cru comprendre que vous pensiez que son budget est insuffisant pour faire face aux dépenses qu'il y aurait, surtout si l'on veut faire mieux le travail dans le cadre de la lutte contre le dopage. Une idée comme ça, qui sort de nos esprits ténébreux, pensez-vous qu'une taxe affectée sur les droits télévisés, sur les compétitions internationales, pourrait être envisageable et venir répondre à une partie des difficultés que vous avez à maintes reprises évoquées ce matin? Well, it certainly would, but Eh bien, oui. Mais là encore, on respecte tout à fait le fait que les droits de transmission sont négociés non par l'AMA, mais par les organisations et les fédérations sportives. Il y a des droits de télévision, d'émissions, de transmission pour le cricket, le rugby, le football. Alors, si les organisations de contrôle de ces sports décidaient de donner 0,25% de leurs droits à nous, pour nous aider, ce serait absolument fantastique. Et ce serait vraiment la bienvenue. Mais on respecte tout à fait le droit de ces organisations, ces fédérations sportives de mener à bien leur vie, de faire ce qu'il faut pour leur sport. Et nous aimerions donc trouver une solution quelque part. Si je peux revenir à cette question de financement, on dépend vraiment sur les pays indépendants. Vous, la France, vous contribuez à votre programme, à votre comité national olympique, mais vous pourrez par exemple contribuer, disons, au développement du rugby au niveau junior. Cela permettrait à la fédération de rugby de dépenser un peu moins sur les activités juniors dans votre pays et de consacrer davantage d'argent
à leurs activités antidopage. Autrement dit, si les fédérations nationales faisaient un peu plus, peut-être, au niveau antidopage, nous, on pourrait peut-être faire un petit peu moins. Mais on dépend en très très grande partie de la générosité des gouvernements nationaux pour que de façon générale, ils financent le sport, pour que eux, à leur tour, les sports comprennent à quel point il est important pour leur population, pour leurs jeunes, d'avoir des sports qui sont propres. C'est une obligation morale, je pense, un devoir moral de garantir que les sports restent propres et que le fait de tricher, eh bien, c'est intolérable. Personne ne peut l'accepter. Si les gouvernements apportent ce type de soutien aux fédérations sportives et elles reconnaissent qu'il faut qu'elles agissent davantage, eh bien, c'est une victoire pour nous. On ne va pas recevoir directement de l'argent, mais cela fait ou aurait des conséquences au niveau national. Et je dirais à toute fédération sportive, quel est le prix que vous serez prêt à payer pour préserver votre réputation? Il faut préserver votre réputation d'intégrité. Si vous avez des tricheurs parmi vous, vous perdez le soutien du public, des sponsors, vous perdez les droits de transmission à la télévision et votre sport commence à disparaître. Et la réputation, c'est donc tout. Et tricher, c'est la force destructrice la plus importante vis-à-vis de votre réputation à vous. Et lorsque les gouvernements financent les activités sportives dans leur pays, ces messages doivent être transmis de façon très claire aux fédérations sportives pour se prémunir des maux et des méfaits du fait de tricher. Et donc, les pays, les gouvernements devraient continuer à financer leurs propres fédérations sportives afin de préserver leur réputation. Nous nous acheminons malheureusement progressivement vers la fin de notre rencontre. Et avant que nous vous donnions la parole pour quelques éléments de conclusion, si vous le souhaitez, notre rapporteur aurait 2 ou 3 questions qui seraient peut-être les dernières, je l'espère, parce que le temps passe, et vous pourrez nous faire part de votre conclusion ensuite. Monsieur le rapporteur. Oui, je souhaiterais savoir quelle appréciation vous portez sur la performance du laboratoire de Châtenay-Malabry et sur le fait que ce laboratoire est rattaché administrativement à l'Agence nationale. I have no specific complaint. Je n'ai rien de particulier à dire sur le lien qui existe. Je pense que le principe n'est pas bon. Je pense qu'il faudrait de l'indépendance. Il ne faudrait pas y avoir de lien entre ceux qui mènent l'enquête et ceux qui recueillent les prélèvements et ceux qui font l'analyse et déterminent si les résultats sont positifs ou négatifs. Et lorsque vous avez un lien qui existe, et ce lien existe bel et bien ici en France, on peut poser des questions. Alors, rien ne me laisse penser qu'il y a eu des problèmes, mais je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Et de même, je pense que nous devons faire très attention à l'association très proche entre les fédérations internationales et certains laboratoires. Si une fédération internationale donne beaucoup de business, comme on dit, un laboratoire devient dépendant en termes de financement. Alors, c'est une tentation, c'est tout. Donc, si on peut séparer ces organisations, physiquement séparer le laboratoire de l'organisation antidopage, eh bien, je pense qu'on donne un message de confiance, un message d'intégrité dans le fonctionnement de ces organisations, car on voit qu'il n'y a aucun lien entre ces deux organismes. Mais je n'ai aucun commentaire négatif du tout à vous faire sur ce qui se passe. Mais en termes d'apparence, je dirais que ce serait mieux si les deux organisations étaient un peu plus éloignées, si jamais un jour il y avait un problème.
Commencez votre propos en évoquant les difficultés relationnelles que vous avez eues avec l'UCI, avec l'Union cycliste internationale. Alors une question qui vous a souvent été posée par la presse d'ailleurs, est-ce que vous faites encore confiance aux dirigeants de l'UCI ou est-ce que vous souhaitez que le souffle du changement concerne cette instance internationale? Alors, vous me pardonnerez, monsieur, si j'utilise un tout petit peu la langue de bois ici. Ce n'est pas à moi de dire à quelque sport que ce soit, qu'il s'agisse du cyclisme, du football, comment ils doivent gérer leur sport. C'est aux membres de ce sport de poser des questions. Et là où il y a eu quelques problèmes dans le cyclisme, eh bien, cela, on le sait. Nous existons à cause d'eux ou grâce au scandale Festina. Nous avons dit, moi j'ai dit qu'il faut travailler ensemble pour travailler sur ce type de problème. Et cela à la suite de beaucoup de pressions qui étaient faites par le gouvernement français, qui ont dit chaque année, année après année, le Tour de France a une mauvaise réputation. Donc le cyclisme a une histoire un peu turbulente. Et là, j'utilise un peu un langage diplomatique. Maintenant, nous avons le passeport biologique qui est largement utilisé dans le cyclisme. Cela existe depuis 3 ans. On était très contents de votre contribution à la création de ce passeport. Néanmoins, c'est aux membres individuels du cyclisme dans les différents pays de décider si oui ou non, eux, ils sont satisfaits de leur leader. Et sinon, eh bien, il faut faire quelque chose. Et comme je dis, la réputation, c'est tout. Et nous, le public sportif, et moi j'en fais partie, j'adore aller dans les tribunes et regarder un match de foot ou n'importe quel autre sport. Et j'aurai confiance en ces joueurs que je vois sur le terrain. Et si je n'ai pas confiance en l'administration du sport, en ceux qui sont propriétaires du sport, de ceux qui gèrent le sport, eh bien, il faut se poser des questions. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur le sport. Bon, on verra. Je vais vous dire ceci. Nous avons fait de notre mieux au sein de l'AMA d'appuyer l'UCI à travers ces temps très difficiles. Ce n'a pas été facile. Et je lis beaucoup de choses sur le fait que nos relations ne sont pas bonnes. Je n'ai pas de préjugés vis-à-vis de qui que ce soit dans le cyclisme. J'ai écrit une lettre au président du cyclisme en février de cette année et je dis tout à fait disposé à vous rencontrer n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment, pour voir ce que l'AMA peut faire pour vous aider. Et je n'ai toujours pas reçu de réponse. Et je peux vous dire, je suis toujours là pour rencontrer le cyclisme. Je pense qu'il y a eu 2 réunions au niveau des administrateurs, enfin au niveau des responsables du sport, mais aucun résultat fructueux. C'est au cyclisme de décider de ce qu'ils voudraient faire en ce qui concerne tous les problèmes qu'ils ont connus, comment ils veulent annoncer et avec qui à leur tête. Voilà, je suis observateur, je suis quelqu'un qui est dans le cyclisme, je suis quelqu'un qui est dans le sport. Voilà, donc ce sont des commentaires d'observateurs. Je pense que c'est un problème postal, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, une dernière question, Monsieur le Président. Tout à l'heure, vous avez évoqué à un certain moment la question redoutable du trucage des matchs. Est-ce que vous pensez que le schéma, que le modèle de l'AMA, donc comme agence mondiale et indépendante, doivent être transposés à ce type de combat? Parce qu'on sait très bien que derrière les paris illicites, les paris clandestins, arrive maintenant la main du crime organisé dans l'économie du sport. Est-ce que vous pensez que le moment est venu de s'inspirer de ce modèle constitué par l'AMA? Alors, tout simplement, oui.
Et je voudrais dire d'ores et déjà que l'AMA ne souhaite pas endosser la responsabilité de travailler sur ce problème. Si on pensait qu'on pouvait développer l'AMA pour travailler sur une question d'intégrité de façon générale dans le sport qui ne se limiterait pas au simple dopage, mais c'est aux parties prenantes de décider. Ce n'est pas à nous de faire pression dans ce sens. On ne va pas le demander, bien entendu. Si nos actionnaires nous le demandent, eh bien, on va suivre. Mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'une organisation semblable à celle de l'AMA est nécessaire pour travailler sur le trucage des sports. On sait que les paris illicites dépassent les frontières. Grâce à Internet, on peut parier n'importe où dans le monde à n'importe quel moment. Vous pouvez parier là où vous souhaitez, n'importe où dans le monde. Et nous savons également que les gouvernements indépendants peuvent maîtriser les flux d'argent entre la personne qui fait le pari et la personne qui doit répondre au pari. Et c'est pour cela que les gouvernements, le rôle du gouvernement est essentiel dans la résolution de ce problème. Il faut également des lois nationales pour gérer les paris. Les paris doivent être organisés de façon transparente avec des audits qui sont autorisés, etc. Et donc, il n'y a aucune réponse au trucage des matchs sans la participation des gouvernements. Le sport ne peut rien faire tout seul. Et donc, on se retrouve avec cette idée d'une organisation semblable à l'AMA, avec un partenariat entre le sport et le gouvernement. Et sans ce type de partenariat, sans la bonne volonté qui va de pair avec ce partenariat, mais ce qui est encore plus important, une convention internationale semblable à celle de l'UNESCO, eh bien, on ne pourra pas harmoniser toutes les actions concertées qui sont nécessaires pour combattre le trucage des matchs. Alors, je ne suis pas en train de dire que nous voulons faire ceci au sein de l'AMA, mais il se peut qu'une fois des réflexions faites sur ce sujet, et c'est un sujet qui a été largement débattu depuis quelques années, eh bien, il se peut que les décideurs vont se dire qu'il faudrait peut-être, par exemple, une commission mondiale de l'intégrité dans le sport qui va travailler sur les questions de paris illégaux, sur le trucage des matchs, etc. Bon, c'est peut-être ça la solution qui permettrait de garantir une approche uniforme et complète à ce problème de trucage des matchs. Il revient encore à la question de réputation et la confiance qu'a le public dans l'événement. Et nous savons tous que le sport joue un rôle très, très important dans la vie de tout le monde. Les valeurs sportives, on les inculque à nos enfants depuis notre plus petite enfance. On apprend à attraper une balle, on apprend qu'il est important de jouer un jeu selon des règles, d'être juste, d'être honnête, de respecter les règles. Ce sont des règles de vie. Eh bien, il faudrait peut-être une organisation internationale ou peut-être une organisation indépendante qui travaille sur le trucage des matchs. Mais je pense qu'il faudrait un modèle semblable pour faire en sorte qu'on réussisse. Nous sommes tout à fait uniques. Je ne connais pas d'autres organisations qui travaillent de concert avec les gouvernements comme nous le faisons. Et on attrape de plus en plus de tricheurs. On le fait de mieux en mieux. On apprend. On est de plus en plus efficace. Je n'ai aucun doute sur le fait que on a suscité une prise de conscience et on a créé des mécanismes pour travailler sur ce problème, des mécanismes qui n'existaient pas il y a 10 ans. Monsieur le Président, en vous écoutant, j'ai eu le sentiment que c'était une forme de conclusion. Est-ce que je me trompe ou souhaitez-vous ajouter encore quelques mots? Allez-y. Thank you. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais dire une toute dernière chose. J'ai bien compris que nous devons améliorer l'éducation de nos enfants concernant les dangers de ces substances illicites dans le sport. Il y a des dangers qui touchent la qualité de vie, la santé des personnes. Et alors que notre
code exige que chaque signataire, quel qu'il soit, ait en place un programme d'éducation. Eh bien, ces programmes, je pense, ont été trop limités. Certains pays se sont très bien débrouillés. Au Japon, par exemple, il existe un module d'éducation dans chaque école primaire et secondaire sur les dangers des drogues dans le sport. Et donc, tous les enfants japonais apprennent au niveau junior et au niveau collège-lycée, ils apprennent les dangers qu'ils encourent en prenant des drogues. J'ai compris également que, alors que se concentre beaucoup sur les élites dans le sport, ceux qui sont le mieux connus, les grandes vedettes du sport, de très nombreux pays ont un problème beaucoup plus important dans les centres de fitness où les jeunes femmes, les jeunes hommes devant les miroirs en train de soulever des poids, avalent des comprimés pour avoir un corps parfait. Eh bien, ils s'infligent beaucoup de dégâts. L'éducation, l'information va aider tout cela. Nous allons publier à la fin de l'année un module d'éducation à destination des écoles, des universités pour informer les gens, et on veut informer ceux qui se forment pour devenir enseignants sportifs, formateurs, ceux qui vont travailler dans les clubs sportifs pour qu'eux, ils soient mieux informés des dégâts qui sont infligés par ces substances illicites. Et à ce moment-là, je pense qu'on a quelques chances de garantir ou de changer cette culture de performance, une culture qui malheureusement s'est développée dans le bloc de l'Europe de l'Est dans les années 70, les années 80. Lors de la chute du mur de Berlin, on a vu davantage de transparence émerger. C'était très bien, mais je voudrais travailler davantage sur l'éducation, et c'est quelque chose que je dis partout. Je voudrais vraiment que le message soit mieux transmis à tous nos jeunes au niveau des écoles. Et voilà, donc je voudrais vous quitter avec ce message et je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Je voudrais vous remercier pour votre patience et d'avoir supporté mon incapacité à m'exprimer en français. Et votre courtoisie, un grand merci. J'espère sincèrement qu'à la fin de votre enquête, j'espère que de bonnes choses vont en ressortir. Je suis tout à fait confiant que ce sera le cas. J'ai suivi à travers les médias les auditions des témoins qui sont venus devant vous et j'ai bien compris les objectifs de votre enquête. Et je me félicite de voir que vous, en tant que pays, vous au Sénat, vous intéressez à un sujet qui est très important pour nous et qui c'est un sujet qui occupe ma vie depuis 6 ans. Donc merci infiniment pour votre accueil, pour votre invitation. Merci à vous, Monsieur le Président, d'être venu nous dire beaucoup de choses ce matin. Nous avons beaucoup apprécié votre intervention, vos interventions, et puisque nous étions à la dernière audition de notre commission d'enquête, vous me permettrez de remercier l'équipe qui, autour de Fabien Meurice, nous apporte une contribution essentielle tous les jours. Je ne remercie pas encore le rapporteur, j'aurai l'occasion de le faire à plusieurs reprises et de dire un certain nombre de choses, mais j'attends encore avant de les dire. Merci au service de la sténotypie qui nous ont suivis. Merci à l'interprète, que je n'ai jamais remercié jusqu'à présent, mais elle a eu l'occasion de travailler pour nous quelquefois. Merci à la presse d'être présente. Et sachez que nous allons encore travailler pour affiner les choses et proposer un rapport qui sortira dans la deuxième quinzaine de juillet. Nous aurons l'occasion de revoir les uns et les autres, mais vous, c'était aujourd'hui. On ne va pas vous obliger à venir à la présentation du rapport, Monsieur le Président, mais merci très sincèrement de votre contribution ce matin. Merci.